Salut les copains, je suis accompagné de Gaëtan Lena. Salut Gaëtan. Salut Arnaud. Et Gaëtan est le gérant de Brussels Vintage Watch, une boutique en ligne de montres vintage. Et donc il vend sur internet, mais également sur rendez-vous. Et Gaëtan nous a concocté une sélection de plongeuses Omega. Alors ce sont des plongeuses qui passent un petit peu sous le radar. Et ce sont des plongeuses que j'affectionne particulièrement parce qu'elles sont au niveau du diamètre au-dessus des 34, mais pour la plupart ici en dessous des 40. Sauf deux, mais on va le voir. Gaëtan, je te laisse la parole. Ah bien voilà, donc c'est une petite sélection sympathique de plongeuses dont certaines sont peu connues. Donc je trouvais que c'était intéressant de les présenter ici. Donc on va commencer avec la Seamaster 120. Seamaster 120 qui est donc une plongeuse de 37 mm, celle-ci de la fin des années 60. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, elle n'est pas trop grosse, elle est agréable à porter. Elle passe très bien, surtout si on n'a pas un gros poignet. Donc, comme moi. Et on a le look de la plongeuse. On a ici, comme toutes les montres que j'ai sélectionnées, une lunette tournante. Ah donc oui, elles ont toutes une lunette tournante, ça c'est le point commun. C'est ça, parce que c'est pour moi ce qui fait un peu l'ADN d'une plongeuse, c'est d'avoir cette fameuse lunette tournante. Donc même si la montre ici est de diamètre relativement contenu, au poignet c'est une plongeuse sympathique, c'est un côté un peu sportif. Alors à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on achète une Seamaster 120 comme ceci? Il faut être très vigilant avec la Seamaster 120. Parce que c'est un modèle qui a été très copié, ce qui est un petit peu étonnant parce qu'on n'est pas non plus sur des montres qui ont une cote mirobolante. Ça peut se trouver autour de 2500, 3000 euros pour des beaux exemplaires. Et pourtant, les faussaires se sont amusés à les copier. Donc on en a beaucoup sur le marché qui sont extrêmement bien faites. Malheureusement, il y a souvent des personnes qui me contactent pour me montrer fièrement leur Seamaster 120 et des fois je dois constater que c'est une reproduction. Donc voilà, pourquoi est-ce que les faussaires ont copié ce modèle aussi bien? Je ne sais pas. La simplicité peut-être. Peut-être, mais bon voilà, c'est quand même la lunette, c'est pas évident je suppose. Et donc ce sont des copies de maintenant, ce ne sont pas des copies de l'époque? Non, c'est des copies effectivement récentes. Ouais. Le mouvement en fait est d'époque. Ils ont récupéré des mouvements dans des Omega classiques, c'est pour ça aussi que beaucoup de gens se font avoir. Parce qu'on regarde le mouvement, mais oui, c'est un mouvement Omega des années 60, mais le reste est faux. Donc il y a des petites différences de typographie, notamment au niveau du cadran. Donc on va peut-être mettre un petit comparatif dans la vidéo. Mets ça. Pour montrer la différence entre un vrai et un faux. Donc vous verrez qu'au niveau de la typo, il y a des petites différences. Donc soyez très vigilants. Si jamais vous envisagez une Seamaster 120, il faut vraiment faire attention à ça. Donc voilà, ça c'était pour la 120. Maintenant on va continuer avec une autre montre qui a également un diamètre de 37 mm. C'est une Omega Genève, modèle Admiralty, qu'on appelle aussi l'Ancoretta en italien, parce qu'elle a une petite ancre à 6 heures au niveau du cadran. C'est hyper joli. C'est très frais en fait. Oui, vraiment. Avec la trotteuse qui est en orange, ça ne devait pas être commun à l'époque. Non, en fait je pense qu'ils ont voulu faire un modèle un peu plus peps. Voilà, on était fin années 60, ils ont voulu faire quelque chose qui change. Alors c'est un modèle aujourd'hui qui est assez peu connu finalement. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est un modèle qui existe. Et donc c'est assez agréable à porter également, assez fine. On est vraiment sur la finesse plus ou moins comme une Seamaster 120. Oui, c'est ça, hein, ça doit être... on est à moins de 9 mm là, d'office. Oui, donc c'est assez dingue. Donc voilà, c'est une chouette montre, on peut la porter, elle est fun, elle est un petit peu décalée. La lunette bidirectionnelle et qui n'est pas crantée. Voilà, c'est ça, ça tourne mais c'est pas cranté. En fait, c'est un petit peu le défaut de ces montres, c'est que c'était pas vraiment des plongeuses faites pour être des instruments de plongée. Pas de lunettes unidirectionnelles, pas de couronne vissée. Donc si on plonge avec, c'est un petit peu plus, on va dire, pour le fun. Mais, oui, pour le goût du risque en tout cas. Voilà, donc c'était pas des outils, hein. C'est plus esthétique en fait. Donc voilà, on va continuer maintenant avec un autre modèle qui est hyper sympa. Ça j'adore, c'est la Seamaster 60. Et donc la Seamaster 60, c'est également du 37 mm, mais c'est un peu plus costaud. On a un boîtier un peu plus massif, avec des très beaux biseaux d'ailleurs. Au niveau des côtés, on voit des très beaux biseaux, c'est vraiment sympa. Et ici, on a l'apparition d'une lunette bakélite. Et donc la lunette bakélite, c'est quelque chose de génial parce qu'on a une profondeur. C'est pas comme la lunette acier, on voit un peu les chiffres en profondeur, ça a du relief, c'est très très beau.
Et ça ressemble un peu plus aussi au Seamaster 300 dont on va parler juste après. Ouais. Donc ici, on est sur une Big Crown, j'adore les grosses couronnes. Voilà, on l'appelle la Big Crown, c'est son surnom. C'est une grosse couronne qui ressort, qui est vissée d'ailleurs ici. Donc on est déjà sur quelque chose d'un peu plus sérieux au niveau plongée. Ah, j'adore, vraiment. Et en plus de la couleur, des motifs, couronne vissée, 37 mm, vraiment... Ah, c'est un modèle génial. C'est un modèle génial et qui est peu connu. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que sa cote ne s'est pas encore envolée. Oui. Parce qu'on peut en trouver des très belles autour de 2500 à 3000 euros. Mhm. Et franchement, pour une montre de cette qualité et avec ce look au poignet, c'est... Oui, ce look et puis l'histoire aussi. Voilà, l'histoire d'Omega, c'est quand même... La lunette bakélite, voilà, c'est vraiment quelque chose de, je pense, qui mériterait d'être plus connu. Oui, à mon avis, j'en parlais dans ma vidéo précédente, mais j'ai l'impression que c'est vraiment sous-coté et qu'à un moment donné, le monde va se rendre compte que les Omega Vintage existent, mais surtout dans cette zone entre 34 et 40 mm, où je trouve qu'elles sont encore oubliées. Non, vraiment une chouette sélection. Et puis là, on arrive sur les pièces de résistance, alors si je comprends bien. Ah, le plat de résistance, ben oui, mais ça c'est vraiment, voilà, j'emporte une, c'est la Seamaster 300. Donc en général, les collectionneurs se focalisent beaucoup sur ce modèle qui est une montre fabuleuse. Hein, on est ici sur du 42 mm, un boîtier déjà assez costaud avec la lunette bakélite qui ressort, donc qui est très, très agréable à prendre en main. Ici, c'est une lunette crantée, bidirectionnelle mais crantée. D'accord. Alors, gros aussi avantage de la Seamaster 300, c'est que comme la lunette est en bakélite, elle a les chiffres à l'intérieur qui étaient lumineux au tritium. Okay. Donc tous les chiffres, bon maintenant moins vu qu'elle a plus de 50 ans, mais à l'époque tous les chiffres étaient lumineux. Donc quand on plongeait, on voyait les chiffres du cadran, les aiguilles et les chiffres de la lunette qui s'illuminaient. Alors que la concurrente Rolex, la 5513, elle n'avait que le petit point lumineux sur la lunette à 12 heures, mais rien d'autre ne s'illuminait. Donc celle-ci était, je trouve, un petit peu plus aboutie en fait, point de vue à ce niveau-là. Donc la Seamaster 300 qui est aujourd'hui vraiment la plongeuse emblématique Omega, qui est aussi une montre qui a une cote assez conséquente, hein, donc on est vite autour de 7-8 000 euros, voire 10 000 ou plus pour les versions les plus intéressantes, notamment les versions Big Triangle, dont voici une. Donc ici on l'appelle la Big Triangle parce qu'elle a à 12 heures un gros triangle lumineux. Oui, elle me fait penser à la Peter Blake. Oui, hein, ils se sont inspirés de ce modèle-là pour le design de la Peter Blake en effet. Génial. Et donc c'est également ces cadrans-là qui étaient fort utilisés pour les versions militaires parce que c'était plus lisible. Et c'est vraiment ce qu'il y avait dans les cahiers des charges de l'armée en fait. Et en plus on a une aiguille glaive, ce qui correspond un petit peu. Alors j'ai entendu qu'il fallait faire très attention parce qu'on retrouvait un peu à boire et à manger quand on l'ouvrait. Et que c'était pas toujours... qu'il fallait faire attention à son pédigré. Oui, il faut vraiment être très vigilant parce que voilà, encore une fois, c'est des plongeuses. Donc les gens les ont achetées, ils ont souvent été dans l'eau avec, mais elles ont eu des problèmes d'étanchéité, notamment à cause de la couronne. La plupart avaient une couronne qui n'était pas vissée. Après, les versions un peu plus tardives, fin années 60, années 70, ont eu une couronne vissée. Mais celle-ci, on est toujours sur une couronne non vissée. Donc, il pouvait y avoir plus de risques d'infiltration d'eau. Et c'est ce qui s'est passé pour de nombreuses pièces. Malheureusement, elles ont pris l'eau et les cadrans se sont abîmés. Les chiffres sont devenus moisis, sont devenus pas très beaux. J'ai vu qu'il y avait des mouvements aussi qui ne correspondaient pas. Ah mais oui, parce que voilà, si la montre a pris l'eau et que le mouvement est oxydé, qu'est-ce qui s'est passé? L'horloger, souvent, au lieu de réparer le mouvement, il l'a remplacé. Parce que dans ces Seamaster 300, en fait, on retrouve le même calibre que dans des Omega beaucoup plus classiques. La famille des calibres 560, 565 notamment, qui en fait sont dans plein de petites Omega courantes. Ouais. Donc l'horloger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le mouvement, il en avait peut-être 20 qui traînaient dans ses tiroirs, le mouvement d'une classique, et il l'a remplacé, et voilà, et la montre part. Et c'était ce que les gens voulaient finalement, tout le monde était content. C'est pas la même logique qu'une Speedmaster, par exemple. Une Speedmaster, mais si le mouvement est abîmé, l'horloger va plus faire l'effort de le réparer parce qu'il n'avait pas forcément un mouvement de speed en stock, vu qu'on était déjà sur des choses un peu plus hors du commun. Mais ici, oui, beaucoup ont eu des problèmes de mouvement remplacés. Donc il est très intéressant, lorsqu'on veut en acheter une, d'avoir l'extrait d'archive. Parce que l'extrait d'archive Omega va confirmer que cette Seamaster 300 est née avec le mouvement, le numéro de série, qui est toujours emboîté dans la montre.
Donc ça, c'est vraiment important sur ces modèles parce qu'il y a eu beaucoup de remontage et voilà de bidouillage aussi. Bidouillage, ouais. Est-ce que également les Watchco. Ah, les Watchco, ouais. Oui. Je me souviens, les Watchco. On en parlait beaucoup, le forum à montre, début années 2000. Ouais, tu en trouvais pour 2000 € presque à l'époque, je me souviens. Et en fait, les Watchco, c'est quoi? C'est des pièces de service qui ont été faites par Omega. Lunettes neuves, cadrans neufs, boîtiers neufs. Omega, à un moment, a produit plein de pièces neuves, peut-être pour réparer les anciennes qui venaient en révision chez eux. Et donc, une société en Australie, Watchco, faisait des remontages avec un mouvement d'époque, mais tout le reste était neuf. Et donc, on les appelle les Seamaster 300 Watchco. C'est des chouettes montres, elles ont un chouette look, mais elles sont absolument pas vintage. C'est du neuf, et voilà, ça n'a pas la même cote qu'un modèle des années 60. À propos de cote, est-ce que ces montres sont disponibles à la vente sur ton site web? Alors, ici, la plupart de cette sélection sont dans ma collection, parce que je suis aussi collectionneur et j'aime bien garder des belles pièces un peu de différents modèles. Par contre, la Seamaster 60 ici est en vente. Donc, la Big Crown, voilà, ok. La Big Crown, vous pouvez la trouver sur mon site. Je vous mets le lien. Donc voilà, c'est une chouette montre révisée, un cadran bleu foncé coloré. C'est vraiment quelque chose qui est agréable à porter. Et je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, à en passer une au poignet parce que c'est une montre qui ne laisse pas indifférent. Ouais, ça donne bien. Eh bien, merci Gaëtan pour toutes ces explications et cette belle sélection. Avec plaisir, Arnaud. Les amis, merci de m'avoir suivi, de nous avoir suivis jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.